Dans l'actualité de ce vendredi, le RENLAC livre son rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso, gestion 2019. Près de 80% des enquêtés estiment que la corruption est en hausse au Burkina Faso. Comme l'année dernière, la police nationale et la douane font partie des 3 institutions les plus corrompues au pays des hommes intègres. Tous les détails à suivre dans ce journal. Dans le secteur des transports, alors qu'on croyait la crise a terminé avec la gestion du fret qui est désormais confiée aux acteurs étatiques, ce vendredi, des acteurs ont claqué la porte d'une rencontre, une rencontre du ministère des Transports qui vise justement à entériner la nouvelle décision relative à la gestion du fret. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. C'était l'un des points d'achoppement aux dernières négociations qui ont permis de lever la grève des chauffeurs routiers le mardi dernier. La gestion du fret est désormais confiée au Conseil burkinabé des chargeurs. 72 heures après, les acteurs ont été conviés par le ministère des Transports afin de parapher la décision. Mais vous allez le voir, le projet est loin de faire l'unanimité. Des acteurs ont tout simplement claqué la porte. Le film des événements avec Archimède Boy. Les acteurs du monde des transports sur une même table avec leur ministre de tutelle. À l'ordre du jour, la signature d'un arrêté confiant la gestion du fret du port de Lomé au Conseil burkinabé des chargeurs. Mais cette décision n'est pas du goût des transporteurs. Ici, dans cette salle de conférence du ministère en charge des Transports, ils expriment leur colère. Il faudra attendre que les mécontents sortent de la salle pour arracher un mot à Vincent Dabilgou. Pour lui, le gouvernement a décidé de reprendre en main la gestion du fret parce que les organisations des transporteurs ne parviennent pas à parler d'une seule et même voix. Mais s'ils ne sont pas unis, mais le gouvernement, son rôle, c'est de défendre les petits transporteurs, c'est de défendre aussi les gros transporteurs et de se défendre aussi les moyens transporteurs. Et à travers donc le CBC qui est dans son rôle. Alors ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai voulu être transparent parce que nous avons accéléré le processus, parce que c'est la cause de la grève des chauffeurs routiers qui ont posé le bon de charbon comme étant une revendication pour eux. Et ils ne sont pas transporteurs, mais ils sont chauffeurs. Mais ils ont besoin d'avoir le bon. Et ce que nous avons fait ce matin, leur donner donc la possibilité d'avoir le bon dès qu'il va se présenter au port avec le CBC. Mais ce ne serait plus probablement avec l'OTRAF ou une autre organisation de transporteurs. Ce serait le CBC. C'est peut-être pour cela que nous avons un mécontentement, mais c'est l'orientation du gouvernement et nous devons travailler dans ce sens-là. Du côté des chauffeurs comme des transporteurs routiers, c'est un autre son de cloche. Cet arrêté est une déception. Ce n'est pas ce que nous attendions. Voilà, nous avons suspendu vraiment la grève, c'était vraiment de voir si tout allait rentrer dans l'ordre. Mais malheureusement, nous sommes en train de voir que les différents acteurs qui nous sommes écartés. Voilà, vous avez écouté aussi avec nous, quand on dit que c'est le CBC seul qui est habilité à faire la gestion. Et sur le terrain, nous savons que c'est impossible. Les camions appartiennent aux transporteurs. En cas d'accident, c'est le CBC qui va aller s'occuper. Lorsque le camion est en panne pendant le trajet, c'est le responsable du CBC qui va aller s'en occuper, ou bien c'est le transporteur qui a en même temps son camion à Lomé et à Accra. C'est lui qui va aller dans les deux villes pour aller les... Non, il faut avoir une représentation des transporteurs. Lorsque le directeur général du CBC dit que c'est l'État qui va fixer les prix du transport et les prix du fret, c'est difficile. Voilà, dans cette ordre mondialisation, libre commerce, libre échange, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Et vraiment, nous sommes dessus. C'est comme si on revient en arrière de 50 ans. Aucun pays de la CEDEAO, on ne voit ça, où c'est l'État qui gère le fret pour les transporteurs. Les chauffeurs et transporteurs routiers repartent déçus de cette rencontre. Ils annoncent des concertations et des actions bientôt en vue de se faire entendre par le gouvernement. Outre la gestion du fret qui déclenche le courroux des chauffeurs routiers, il y a également les raquettes et autres tracasseries routières.
Les raquettes policiers dénoncées par le RENLAC, des pratiques qui ont pesé dans la balance pour que les polices municipales et nationales soient classées parmi les 3 institutions les plus corrompues au Burkina Faso. Le réseau national de lutte anticorruption a livré les conclusions de son rapport sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Plus de précisions avec Arsène Konditamdi. Pas de changement dans le peloton de tête des services les plus corrompus en 2019. Comme tous les ans, les mêmes institutions sont restées fidèles à leur position. Ils sont confortablement installés sur la liste. Sur 1990 personnes enquêtées dans 14 villes du Burkina Faso, il reçoit que la police municipale est le service le plus corrompu en 2019. Elle est suivie au classement par la douane et la police nationale. C'est-à-dire que les services qui sont classés sont sensiblement, en tout cas dans le top 10 pour employer les termes de certains, c'est sensiblement les mêmes. La police municipale, la douane, la police nationale, la gendarmerie nationale, la DGTTM. Ce groupe-là revient régulièrement en tête et ils ont encore occupé ces places-là cette année. 51,6% des enquêtés ne sont pas satisfaits des actions du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Ce qui montre selon le RENLAC que le gouvernement ne fait pas assez en matière de répression de ce fléau. Ce résultat met clairement en exergue le fait que la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré n'a jamais produit les résultats escomptés. En matière de lutte contre la corruption, le rapport constate que pour l'année 2019, tout comme pour les dernières années, ça s'est traduit seulement par un manque d'engagement, un manque d'exemplarité au sommet de l'État, notamment au niveau de l'exécutif, mais aussi et surtout une impuissance des structures de contrôle face à la gangrène. Également, 75,7% des enquêtés estiment que la corruption est fréquente au Burkina Faso. Dans son rapport, le réseau a soumis des recommandations au gouvernement et aux services incriminés afin de réduire la corruption au Burkina Faso. Dans la même veine de quête de transparence et de gouvernance vertueuse, il y a également les actions de l'ASE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, qui a appelé les candidats à la présidentielle à justifier l'origine de leur caution de 25 millions de francs CFA. Ce vendredi, l'un des candidats s'est plié à l'appel de l'institution de Luc Marius Ibriga. Do Pascal Sessouma a déposé cet après-midi même les justificatifs demandés. Témoin du dépôt, Justin Amanto. Serein, le président du Vision Burkina, parti pacifique, Do Pascal Sessouma, vient de déposer le document justifiant la source de sa caution pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Il est normal qu'une somme aussi importante, il faut qu'on puisse quand même en retracer l'origine. Parce que si vous aspirez à devenir président du Faso, vous devrez être capable quand même de montrer patte blanche en pareille circonstance. Il faut qu'on sache d'où vient cet argent. Si quelqu'un l'a payé, qu'on puisse justifier c'est qui a payé. Si c'est quelque chose qui vient de tomber du ciel, peut-être que le ciel il est juste à côté, mais il est normal que si vous aspirez quand même à la fonction présidentielle, que vous soyez capable quand même de montrer que quand même vous êtes propre, comme on dit entre guillemets. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, de son côté, explique cette demande formulée à l'endroit des candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain. Un justificatif qui n'existe pas dans le code électoral. Il y a surtout l'article 8, 9e tiré de la loi organique qui dit que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est chargée de développer toute action visant à prévenir la corruption dans les processus électoraux. Il est vrai que, selon le code électoral, nous n'avons pas un pouvoir de validation des candidatures au vu de ce que nous allons trouver. Mais nous allons reverser les déclarations qui ont été faites au Conseil constitutionnel, qui, lui, a la possibilité d'en tenir compte dans sa validation.
Comme l'ancien journaliste Do Pascal Sessouma, les autres candidats sont attendus à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption avec leur justificatif de la source des 25 millions de francs CFA de caution. Le candidat Do Pascal Sessouma et les 13 autres postulants à la présidentielle sont appelés à prendre sérieusement en compte l'insécurité alimentaire s'ils sont élus. La situation est alarmante au Burkina Faso. Sur la période de juin à août, 28 provinces sur les 45 ont été sous pression et ou en crise alimentaire. C'est plus de 2 millions de Burkinabés qui sont touchés. C'est tout le sens de la plaidoirie Moi Président, une plaidoirie de la coalition pour le droit à l'alimentation. Luc Pakbelgen. À elle seule, elle fait pire que le sida, le paludisme, la tuberculose et la Covid-19 réunis. La faim, considérée comme le premier agent létal dans le monde selon les organismes de la santé, la faim tue. 25 000 personnes meurent de faim par jour selon la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation, sur les 821 millions de personnes qui en souffrent quotidiennement. Les chiffres sont plus qu'alarmants et au Burkina Faso, 12 des 45 provinces du pays ont connu une crise alimentaire entre juin et août en 2020. C'est pour toutes ces raisons que la nouvelle constitution qui consacre le droit à l'alimentation à travers 4 de ses articles a suscité un espoir pour 4 structures œuvrant dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire. La constitution n'est pas encore promulguée, mais comme le futur président du Faso sera un des 14 candidats récemment reconnus provisoirement par la CENI, le Club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire, le réseau des parlementaires pour la nutrition et la sécurité alimentaire, l'ONG Hunger Free World et les nouveaux droits humains, réunis au sein de la coalition pour le droit à l'alimentation, veulent mener un plaidoyer auprès des candidats afin que le droit à l'alimentation soit reconnu dans la nouvelle constitution. La campagne d'engagement pour mener ce plaidoyer est intitulée « Moi Président ». Moi Président est un concept qui a pour objectif d'aller vers les candidats et plaider pour qu'ils s'engagent à faire du droit à l'alimentation dans la Constitution, une fois élu président du Faso, une réalité. Cette conférence de presse se veut donc un tremplin de lancement des activités de plaidoyer qui conduira les membres de la coalition auprès des candidats pour solliciter leur adhésion et leur engagement ferme. Aucun droit n'a de sens ou de valeur lorsque la faim frappe, nous disait Samuel Gorwitz. Le droit à l'alimentation devra aller au-delà d'une promesse à réaliser sur la base d'actions de bienfaisance. Les futurs gouvernants devront de ce fait s'engager à lutter contre la faim et la malnutrition. Par le droit se dit la coalition. Si ce droit-là devient une réalité, il y a des changements de comportement que le pays doit observer pour amener chaque Burkinabé à jouir de ce droit-là. Ça veut dire que quoi? Si le droit à l'alimentation est consacré, il y a des lois qu'au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du gouvernement, on doit adopter pour accompagner la mise en œuvre de ce droit à l'alimentation. Et les membres de la coalition, tous ici présents, sont engagés justement à accompagner les acteurs, notamment le gouvernement, et tous ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique-là, à ce qu'on trouve les voies et moyens pour que ce droit à l'alimentation soit une réalité. À travers cette campagne d'engagement, Moi Président, la coalition pour le droit à l'alimentation nourrit le vœu que les besoins alimentaires de la population soient satisfaits et que les politiques sachent que sans alimentation, il n'y a pas de démocratie. Sans alimentation, il n'y a pas de développement. Sans alimentation, il n'y a pas de démocratie. Sans alimentation, il n'y a pas de développement. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est une dynamique que partagent les autorités actuelles à travers cette initiative présidentielle. Produire 1 million de tonnes de riz, une intensification de la production rizicole, mais aussi sa transformation sur place au Burkina Faso ici, des défis qui font l'objet d'une table ronde sur les chaînes de valeur du riz. Justin Amonto. Une table ronde en vue de trouver des stratégies pour le développement de la filière riz dans la région du Centre-Est. Une rencontre organisée par l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina, UNPRB, en collaboration avec le ministère en charge de l'Agriculture, celui en charge du commerce, la Chambre du commerce et Bagrépol. On est vraiment engagé dans l'intensification de la production
rizicoles pour atteindre l'objectif de 1 million de tonnes. Donc c'est une production quantitative, mais on veut aussi qu'il y ait une transformation qui permette d'avoir un riz de qualité sur le marché. Et cette céréale, aujourd'hui, on importe aux alentours de 70 milliards par an, ce qui est énorme. Créer un cadre d'échange favorable à ces acteurs de la filière riz de la région du Centre-Est afin d'impacter positivement le secteur commerce et production agricole, c'est le défi à relever. Aujourd'hui, il faut que dans cette table ronde-là, ça nous permet d'échanger pour trouver des voies et moyens à la production, à la commercialisation et en même temps trouver la solution sur les collectes pour que les riz paddy ne sortent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la chaîne de valeur, il faut penser aussi là même à la transformation. Alors, s'il n'y a pas de paddy, les usines vont transformer quoi? Donc nous pensons que cette table ronde va nous permettre d'échanger sur ça et mettre sur la table devant les décideurs de voir comment ils peuvent nous accompagner. Et avoir dans tout cela, nous comptons toujours la main un prix rémunérateur que je vous l'ai dit. Mais quand vous allez aussi dans le volet de la commercialisation, au regard des importations externes qui viennent, il y a un sérieux problème par rapport au prix. Parce que quand vous regardez le coût de production, ce n'est pas compétitif par rapport à ceux qui importent réellement. Donc il va falloir que, en tout cas au niveau de l'État, qu'il fasse quelque chose vraiment pour appuyer ces acteurs-là, voir comment ils pourront effectivement intervenir avec des fonds de compensation peut-être qui vont permettre aux acteurs nationaux de pouvoir baisser les coûts pour faciliter aux consommateurs aussi d'avoir accès à ces produits. Le projet est financé par l'initiative spéciale du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement en collaboration avec l'Alliance for a Green Revolution in Africa et Selling Quality Income Consortium Bagré. C'est un don de la France au profit des forces armées nationales burkinabè qui vient à point nommé 4 détecteurs d'engins explosifs remis au génie militaire. Voyons le compte-rendu de Stéphanie Ian. Ces détecteurs, au nombre de 4, remis à l'école du génie militaire, permettent de détecter des engins explosifs improvisés. Ce matériel très sophistiqué, remis par la France aux forces des armées burkinabè, permettrait de détecter un explosif dissimulé sur n'importe quel type de terrain. Nous remettons aujourd'hui ces 4 détecteurs contre IED, qui sont des équipements extrêmement importants pour détecter des engins explosifs qui sont mis en place sur les terrains et qui gênent le déplacement des populations, mais aussi des troupes, et qui rendent le territoire inaccessible. Et c'est important pour les forces armées et le génie militaire en particulier, qui a ce rôle de gérer ces campagnes, ces détections d'engins explosifs, de pouvoir être doté du matériel suffisant pour déployer des équipes sur plusieurs théâtres d'intervention dans le pays. Pour le colonel-major Pierre Ouédraogo, ce matériel vient à point nommé au regard du contexte sécuritaire difficile. Il permettra de déployer plus d'équipes sur le terrain pour plus d'interventions efficaces. Ces détecteurs que nous avons reçus ce matin permettra à nos équipes de détecter les engins explosifs improvisés qui sont déjà placés sur les axes, et ça permettra donc de libérer ces axes. Ça permettra donc à la population de circuler normalement. C'est vraiment important parce que la plupart des axes, quelques axes, pas tous les axes, mais nous avons des axes bien précis où il y a déjà des UED et nous avons besoin de ce matériel pour dégager ces axes. Le matériel reçu sera déployé sur le théâtre des opérations. Une formation de 4 jours au profit d'une dizaine de FDS est prévue d'ici la semaine prochaine pour une meilleure connaissance de ce nouvel équipement. Ce projet d'appui de la France au profit des forces armées nationales s'étend sur 18 mois. Les détecteurs reçus s'élèvent à 100 millions de francs CFA. C'est un exercice inhabituel, immersion d'une jeune fille dans le quotidien des membres du gouvernement. Le temps d'une journée, la jeune étudiante Francine Kouma a incarné le rôle du ministre du Développement de l'économie numérique.
C'est une idée originale de l'ONG Plan International qui veut accompagner les jeunes filles à s'émanciper et à trouver leur voie. Madina Sionou. Le temps d'une matinée, Francine Kouma, étudiante en communication d'entreprise et marketing, sera dans la peau du ministre en charge du développement de l'économie numérique. Mais avant, un tête-à-tête entre le duo gagnant s'impose. Alors, Madame la ministre, j'aimerais savoir quelles études avez-vous fait? Passé cet entretien, la journée de travail débute avec une réunion. 3 points sont à l'ordre du jour, parmi eux la réception du G-Cloud. Techniquement, je devrais savoir si ces infrastructures sont prêtes pour être réceptionnées. Après cette réunion, pas de temps à perdre, Fatima Tawatara et son binôme reçoivent en audience le représentant résident de Plan Burkina. Au terme de cette immersion, Francine Kouma dit être inspirée et motivée. Je me suis sentie dans la peau de Madame la ministre. Ça m'a beaucoup inspirée et motivée, voilà, à devenir comme elle plus tard. Et donc, je lance un message à toutes les jeunes filles, voilà, à beaucoup travailler et puis à faire le maximum pour pouvoir devenir comme toutes celles qu'elles rêvent d'être. Initiée par Plan Burkina, cette immersion dans le quotidien du ministre en charge du développement de l'économie numérique s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Girl Takeover. Girl Takeover, c'est une campagne en fait globale de Plan International qui s'inscrit dans notre ambition d'accompagner des millions de jeunes filles à s'émanciper, à trouver leur voie et à pouvoir devenir des citoyens responsables. L'activité Takeover consiste à faire en sorte que une jeune fille ou plusieurs jeunes filles passent une journée avec des personnalités. Notre objectif avec ça, c'est effectivement d'inspirer les jeunes filles. Parce que, vous savez, elles sont dans des trajectoires de croissance de leur propre vie et les mettre en contact avec des personnalités de ce genre permet d'inspirer au-delà de la seule fille qui la rencontre aujourd'hui. Pour Adja Fatima Tawatara, cette initiative salutaire de Plan Burkina permettra aux jeunes filles du Burkina Faso d'avancer sereinement dans la réalisation de leurs rêves. Et ces jeunes filles sont appelées aussi à occuper demain des postes de responsabilité. C'est un stage réel et je pense que ce que nous avons fait aujourd'hui a été très enrichissant, aussi bien pour moi, et j'espère que ça va être profitable à Francine. C'est vrai que c'est pas simple dans la vie, mais quand on a des modèles et quand c'est possible d'aller au contact des modèles, c'est stimulant et ça donne confiance et ça donne encore du tonus et beaucoup d'espoir pour continuer de se battre pour être, je dirais, mieux que donc ces modèles. L'activité Girl Takeover de Plan International Burkina entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille qui se tient cette année sous le thème Liberté et sécurité de la jeune fille en ligne. Pour un État civil moderne et fiable, le ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation prend langue avec les structures déconcentrées de son département. À Banfora, la semaine dernière, Simeon Savadogo et ses collaborateurs ont d'abord passé en revue le système même de l'État civil burkinabé avant d'entrevoir les voies et moyens de sa réforme. L'occasion leur a été donnée par le premier KASEM 2020 du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Surtout Justin Dabiri. Premier KASEM de l'année du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette rencontre est un véritable cadre de dialogue entre les premières autorités du département ministériel, les responsables des structures centrales, les chefs de circonscriptions administratives, les coordonnateurs de projets et programmes et les partenaires sociaux. L'accent est mis à ce KASEM sur la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'état civil, dont le thème, le processus de modernisation de l'état civil, enjeux et perspectives pour garantir un système d'état civil universel et fiable au Burkina. Conformément au programme du président du Faso, qui souhaite que toute personne qui naît au Burkina Faso, donc dans les 72 heures minimum, devrait être immédiatement enregistrée. Pour arriver à de bons résultats par rapport à cet engagement du président du Faso,
nous avions besoin donc qu'il y ait une modernisation de l'état civil, que ce processus-là puisse être fiable, qui engage l'ensemble des acteurs. Nous avons demandé à ce qu'on fasse le point sur la mise en œuvre donc, de la stratégie nationale donc de l'état civil et du développement de l'état civil et voir quels sont les résultats positifs auxquels nous sommes parvenus et quelles sont également les difficultés qui se dégagent afin d'en assurer une perspective heureuse pour un état civil moderne et fiable au Burkina Faso. Les participants sont invités à échanger autour des thèmes qui seront abordés au cours de ce CASEM afin de relever les défis liés à l'élaboration de l'état civil. Nous savons que l'état civil a un certain nombre de difficultés. Parce que quand vous parlez de l'état civil, vous parlez donc des questions, des instruments qui les accompagnent aujourd'hui. Si vous voulez qu'à Falaguntou, donc un enfant qui naît à Falaguntou puisse être donc enregistré dans les heures qui suivent, il faut nécessairement faire appel à des instruments informatiques. Nous avons besoin également donc de prendre en compte les recommandations des acteurs sur le terrain de l'état civil. C'est le cas par exemple des maires, c'est le cas par exemple donc, des conseillers municipaux et des communes, mais également c'est le cas du ministère de la Justice qui intervient de façon substantielle donc, dans le processus donc, de modernisation de l'état civil. De ce CASEM, il est également attendu des orientations et des recommandations pour permettre au gouvernement de prendre des décisions pour pouvoir dynamiser le processus d'élaboration d'un état civil moderne au Burkina Faso. Après les cascades, faisons une halte maintenant dans les hauts bassins pour parler de la journée promotionnelle sur la fourniture locale de biens et de services miniers. Deuxième du genre, elle a réuni à Bobo-Dioulasso les acteurs du secteur minier et les promoteurs de PME soucieux de la bonne redistribution des retombées de ce domaine. Jacob Zongo, Soto Justin Daviri. Estimé à 400 milliards de francs CFA, le montant des approvisionnements réalisés par les sociétés minières au Burkina Faso, seulement 15% sont captés par les entrepreneurs locaux. Un écart difficile à appréhender qui justifie cette rencontre entre les acteurs des sociétés minières et les promoteurs de petites et moyennes entreprises du Burkina Faso à l'occasion de la deuxième édition de la journée promotionnelle sur la fourniture locale de biens et services miniers. On parle de plus de 276 milliards comme recettes au budget annuel de l'État. Et tout ça, c'est des contributions énormes. Mais nous continuons à voir que, quand bien même que l'exploitation contribue à l'économie, il y a toujours un manque que nous n'arrivons pas toujours à capter. Il s'agit notamment de son impact sur l'économie nationale. Nous avons fait le diagnostic, nous avons trouvé que même si des acteurs au niveau national captent une part de ces retombées-là, il y a toujours un grand gap à rattraper. Ce qui nous a motivé au niveau du ministère de réfléchir sur une stratégie nationale de contenu local dans le secteur minier. Plusieurs rencontres et échanges sont au programme de cette présente édition pour assurer aux entrepreneurs locaux un accès plus fiable dans la fourniture de biens et services miniers. Il y aura du réseautage, il y aura du partage d'expériences. Il y a même une plateforme qui va être initiée pour que les fournisseurs aient accès aux appels d'offres des sociétés minières, etc. Donc on avance tranquillement mais sereinement de la bonne façon au bénéfice donc, du pays. Une journée bien accueillie par les entrepreneurs locaux pour qui cette rencontre est un cadre idéal de réseautage et de dialogue avec les sociétés minières. L'objectif de cette rencontre étant de s'inscrire dans les normes et exigences des sociétés minières pour plus de facilité et d'accès dans les fournitures de biens et services miniers. C'est des opportunités pour nous tous. Il serait très bien que les sociétés minières s'ouvrent à nous et que nous puissions avoir ces marchés. Et cela est très bénéfique pour l'économie de notre pays et des entreprises locales. C'est un cadre idéal de rencontre, d'échange. Nous arrivons à partager nos produits, à faire connaître nos produits. C'est déjà une grande avancée. Prévue se tenir chaque année, la journée promotionnelle sur la fourniture des biens et services miniers est une initiative de la Chambre des mines du Burkina en collaboration avec l'agent Burkina Networking. Cette deuxième édition a été marquée par le lancement de la plateforme JOF, la nouvelle plateforme de diffusion des appels d'offres. La plateforme J'offre que je vous invite à présent à découvrir, c'est une innovation made in Burkina Faso qui ambitionne révolutionner les appels d'offres. Le 3x.joffre.net devra faciliter
la relation entre acheteurs et fournisseurs de biens et services. Nous retrouvons une fois de plus le tandem Jacob Zongo, Soto Justin Dabiri. Secondes, c'est le temps mis par la plateforme JOF pour se dévoiler pour la toute première fois à ses potentiels acheteurs et fournisseurs de biens et services. Accessible sur la plateforme www.jof.net, cette innovation vient solutionner un bon nombre de problèmes dans le monde des affaires burkinabè. J'offre, c'est cette plateforme-là qui veut rassembler tout ce qu'il y a comme appel d'offres, comme opportunité d'affaires dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous sommes à une activité de la Chambre des mines, mais ce n'est pas seulement pour le secteur minier. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir rassembler en un seul endroit tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires, tout ce qu'il y a comme appel d'offres pour permettre justement d'accompagner cette croissance-là des entreprises. Par cette plateforme, ces fournisseurs de biens et services entendent voir une nette amélioration de leur collaboration avec les potentiels acheteurs. Les reproches qu'on a pu récolter de part et d'autre de la part des fournisseurs miniers, c'était notamment justement l'accès à l'information sur les marchés dans les entreprises minières. Et je crois que cette plateforme-là peut contribuer à apporter des solutions à l'accès à l'information entre les entrepreneurs et les sociétés minières qui ont besoin de biens et services. Pour la Chambre des mines, longtemps dans la dynamique de recherche de solutions pour plus de facilité dans l'accès à l'information dans les sociétés minières, la solution est toute trouvée avec la plateforme JOF. La Chambre des mines s'est engagée à faire la promotion de la fourniture locale des biens et services et l'occasion nous est donnée aujourd'hui de concrétiser un tant soit peu cet engagement par cette plateforme qui est mise en place où l'on verra les offres des compagnies minières, où les gens pourront répondre à ces offres et augmenter justement leur capacité à acquérir ces offres-là. Vous venez d'assister à la signature d'une convention entre la Chambre des mines et l'équipe digitale qui a mis en place cette plateforme. Donc, ensemble avec les compagnies minières, nous allons les accompagner pour que cette idée, cette initiative puisse survivre. Développé par JOF et Digital, agence conseil en marketing digital, JOF s'adresse à tous les secteurs d'activité et individus remplissant les conditions pour postuler à des appels d'offres. Afin d'accroître considérablement les opportunités d'affaires pour les entreprises, des appels d'offres de plus de 170 pays seront permanemment disponibles sur ce site. De la joie et beaucoup d'émotions hier soir au tarmac de l'aéroport international de Bamako au Mali. Le chef de file de l'opposition malienne a retrouvé les siens après 6 mois de captivité. Vous le savez, Soumaïla Cissé n'est pas le seul à recouvrer la liberté. L'humanitaire française Sophie Petroni a également été libérée au grand bonheur de ses proches et amis. Je vous invite à suivre les premières réactions des 2 ex-otages. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez. Sous un climat les plus austères, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. Remercier les nouvelles autorités maliennes, ils ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace, a réagi très rapidement et a été diligent. Je tenais donc à les remercier pour ça. Comme ça va beaucoup mieux. Je remercie les autorités maliennes pour tout ce qu'elles ont fait. Le gouvernement français qui, paraît-il, a œuvré également. Ce pays, j'y ai passé presque un quart de siècle dans le Nord pour soigner les enfants, la malnutrition, etc.
Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous suivez depuis Djibo dans le Soum, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.